Ils ont disparu pendant 10 mois à la suite de ma première cure de raisin. Ah ouais? Ah, c'est pour ça que tu fais des cures de raisin encore? J'en fais, c'est pas pour ça. La première fois que j'ai compris ça, je devais avoir 60 ans. J'avais 60 ans, j'en ai 83 maintenant pour ceux qui me connaissent pas. Hein. J'avais une ride profonde qui n'aurait plus que s'approfondir et qui avait disparu. J'avais plus de ride sur la moitié de la bouche. Son médecin constate que non seulement il a rajeuni du visage, il a en plus les cheveux qui repoussent, mais il a aussi plus de force que 6 ans plus tôt. Tu t'es déjà demandé pourquoi certaines femmes ont ce glow naturel, même sans fond de teint, sans botox et sans filtre? C'est pas une question de chance ni de génétique, c'est une alchimie entre leur corps, leurs émotions et leur manière de nourrir la vie à l'intérieur d'elles-mêmes. France Guillain t'explique aujourd'hui comment rallumer cette lumière chez toi. Bienvenue France. Bonjour Guénaline. Alors, on est sur la beauté. Être beau, ça veut dire quoi? Alors ça, il y a des philosophes qui ont réfléchi toute leur vie. Qu'est-ce que la beauté? C'est vraiment la question fondamentale. Et moi, quand j'ai cherché à définir la beauté, je suis allée dans le dictionnaire parce que je ne trouvais pas chez aucun auteur la définition de la beauté. Je m'attendais à ce qu'on me réponde dans le dictionnaire, eh bien, ce sont les personnes, par exemple, qui ont les proportions grecques, ou bien on me parle de forme, de couleur, de volume, de taille. Je pensais que la beauté avait une certaine définition objective. Et qu'est-ce que j'ai trouvé dans le dictionnaire? C'est que la beauté, c'est une émotion qu'on éprouve devant un être vivant ou devant quelque chose d'inanimé, un beau tableau, un bel objet, voilà. Un être vivant, ça peut être un animal, ça peut être un poisson, ça peut être un être humain, et un objet inanimé, je vous laisse imaginer. Mais je me suis dit peut-être qu'avec joli, ils vont me donner plus de précision. Et bien, quand je suis allée chercher du côté de joli, j'ai eu aussi comme réponse une émotion qu'on éprouve devant un être vivant ou un objet inanimé. Pourquoi j'étais allée voir joli? Parce que quand j'étais enfant, en Polynésie, les Européens disaient que les Tahitiennes étaient belles, mais qu'elles n'étaient pas jolies. Et je ne comprenais pas pourquoi. Je ne voyais vraiment pas pourquoi. Et j'ai fini par comprendre, en écoutant les gens, que jolie, quand j'avais 8 ou 10 ans, c'était être blonde avec des yeux bleus, avoir une jolie tête. C'était ça. Comme les Tahitiennes n'étaient ni blondes, elles avaient les yeux verts souvent, mais pas bleus, et elles n'avaient pas la peau claire, eh bien, elles étaient belles, mais elles n'étaient pas jolies. À la même époque, pour moi et pour toutes mes cousines tahitiennes, eh bien, une belle fille, c'était une fille qui grimpait aux arbres rapidement, avec élégance. C'était une fille qui plongeait, qui nageait magnifiquement bien. C'était une fille qui avait de la force, qui avait de l'énergie. C'est ça que nous appelions joli. Un beau garçon, c'était un garçon qui grimpait au cocotier. C'était voilà. Donc c'était l'élégance pour les femmes et la force pour les hommes? Il y avait même pas pour les. On regardait pas trop les traits. Les Européens s'attachaient beaucoup au visage. Je me souviens dans ma classe en 5e, il y avait une fille, une Bretonne, qui avait un teint assez clair, enfin, elle avait un teint clair, elle avait les yeux bleus, elle avait les cheveux blonds, mais elle était très boulotte. Aujourd'hui, elle aurait été gênée de son surpoids. Eh bien, elle était considérée comme très jolie par les Européens. Et nous, on ne voyait pas ce qu'ils trouvaient de très jolie, parce qu'elle était incapable de courir et encore moins de grimper à un arbre. Donc, vous voyez que c'est que la perception de la beauté, c'est quelque chose qui est très subjectif et on ne regarde pas toujours les mêmes choses. Et j'espère en tout cas que vous avez déjà vu des vieillards complètement ridés, magnifiques. J'espère que vous avez vu ça. Oui. Parce que il y en a beaucoup. Parce que ça vous permet de comprendre que la beauté n'a rien à voir avec les rides, avec les volumes, etc. C'est tout à fait autre chose. Et je dirais même la jeunesse. Michel Serres a écrit dans un livre qui s'appelle Le tiers instruit une phrase que je trouve extraordinaire. Il écrit « Nous naissons vieux, la jeunesse se conquiert et s'acquiert ». Ah, c'est beau. Il écrit « Nous naissons vieux ». Et quand il a
quand j'ai lu cette phrase, je suis allée regarder une photo de moi à 20 ans. Et je me suis rendu compte qu'à 20 ans, j'étais beaucoup plus jeune physiquement, c'est certain. C'était un top modèle. Voilà. Parce qu'il y avait mannequin en France, si vous ne savez pas. Mais j'étais une personne vieille parce que j'avais le sentiment de savoir beaucoup de choses. J'avais fait des bonnes études et j'avais le sentiment de savoir. J'avais un sentiment de savoir. Voilà. Parce que j'avais fait de très bonnes études. Personne dans ma famille n'avait fait les mêmes études que moi. Donc, j'avais l'impression que je savais des choses. Et ça, je l'ai complètement perdu. C'est ce qui m'a rajeuni. Mais le fait de penser qu'on sait change notre visage et change le rapport que nous avons aux autres. Et ça c'est très, très important d'être conscient de ça. C'est-à-dire que les émotions agissent sur notre beauté en permanence. Quand on se sent heureux, regardez, il y a des gens qui tombent amoureux et tout de suite, on les trouve beaux. Ouais. Même, ils rayonnent. Absolument. On dit qu'est-ce que tu es belle en ce moment ou qu'est-ce que tu es beau en ce moment. Ou les femmes enceintes. Voilà, parce que il y a quelque chose tout d'un coup. Et pour moi, il ne s'agit pas là de beauté intérieure, parce que la beauté intérieure, elle ne se voit pas. C'est une beauté qui resplendit sur le physique. Alors c'est vrai que toi, tu n'es pas d'accord avec la beauté intérieure quand on dit la beauté intérieure compte plus. Alors, moi, je ne suis pas du tout d'accord avec ceux qui me disent « non, non, tout ce qui compte, c'est la beauté intérieure ». La beauté physique, c'est superficiel. Tout ce qui compte, c'est la beauté intérieure. Ça me fait un peu rire parce que quand on rencontre quelqu'un, la première chose qu'on voit, c'est l'extérieur. On ne voit pas l'intérieur. Or, c'est instantanément qu'on éprouve un sentiment de beauté ou non. C'est quelque chose d'incontrôlable. Même une photo peut nous faire tomber amoureux de quelqu'un parce qu'il ressort et il transparaît une beauté extraordinaire. Et c'est pas à l'intérieur, c'est à l'extérieur, ça se voit. Mais justement, on va pouvoir le définir parce que toi, tu dis que c'est une attitude, c'est une émotion aussi qui transparaît. D'ailleurs, on va parler des rides et tout. Juste sur un de tes livres, tu as marqué « Seules 8 femmes sont des top modèles et 3 milliards n'en sont pas ». Qu'est-ce que tu voulais dire par ça? Alors, ça veut dire qu'on nous montre quelques images de femmes qui ont été préfabriquées, souvent, parce que, vous savez, il y a la manière de prendre des photos. Si vous faites une photo avec une belle lumière, ça change tout le visage. Voilà, merci Gwénoline, parce qu'elle me donne une très bonne lumière. Si on prend une photo du bas, à partir du sol d'une personne, on lui fait des jambes très longues. Si on prend la photo à hauteur égale, on la ramasse sur le sol, et si on la prend d'en haut, alors elle a des jambes minuscules. Donc, la manière dont on regarde les gens change les proportions qu'on perçoit. Ça, c'est important. Donc, la beauté, en fait, c'est d'abord quelque chose qu'on voit de l'extérieur. C'est pas à l'intérieur. Quand j'entends certaines personnes me dire ça, j'ai l'impression que c'est une consolation de se dire je me sens moche, mais j'ai une très bonne beauté intérieure. C'est ridicule parce que la même personne, si elle aime les autres déjà, rien que ça, si elle se sent bien, si elle se sent heureuse, si elle est amoureuse, elle est belle et ça se voit, oui. Elle est resplendissante. Donc, c'est très important d'être conscient de ça. Et je disais tout à l'heure à Gwénoline, la plus jolie des filles, la plus parfaite, si elle croise une personne et que ça la rend jalouse, si elle a peur que le garçon qui est à côté d'elle la trouve plus belle qu'elle, eh bien, elle devient très laide. Même si elle ne fait pas la moindre grimace ni quoi que ce soit, la jalousie nous rend laid, très laid. Mais la jalousie, c'est un sac à dos qu'on nous a collé dans le dos quand on était petit. On peut s'en débarrasser. Il y a plein de gens dont c'est le métier pour vous aider à vous en débarrasser. D'ailleurs, je crois que c'est un peu aussi dans le travail de Gwénoline. Oui, je ne le fais plus trop, mais oui, voilà. Et tu parlais aussi des rides. Donc, ce que ça veut dire, c'est que notre émotionnel, notre vitalité, tout ça va transparaître et va nous rendre rayonnantes et belles. Alors, il y a ça, plus notre physique quand même, parce que quand on mange correctement, quand on bouge un peu, etc., on garde un corps en bon état. Alors, moi je distingue la beauté extérieure, je distingue la beauté que je dirais animale de la beauté humaine.
Ce sont quand même deux beautés. Enfin, chez les animaux, pour le moment, nous ne percevons pas toujours le sourire, la joie, le bonheur. Oh, si, il y a des. Oui, non, si, mais ouais. nous ne percevons Oui, pas toujours. ouais. C'est-à-dire qu'on ne le voit pas. Tout le monde ne sait pas voir un cheval qui sourit. Tout le monde ne sait pas voir un oiseau qui est triste. Ouais. C'est pas évident. Hein. On n'a pas les codes pour le comprendre. C'est pour ça que je fais une distinction entre la beauté animale et la beauté humaine. La beauté animale existe chez l'être humain. La beauté animale existe chez l'être humain. C'est la beauté qui nous porte à nous reproduire. C'est-à-dire, c'est la beauté qui fait que nous sommes attirés par quelqu'un avec qui nous avons envie d'avoir un enfant. C'est vraiment c'est notre partie animale, on va dire. C'est-à-dire que on tombe amoureux de quelqu'un avec qui on a envie de se reproduire. Alors, en tant qu'être humain, on n'est pas obligé de se reproduire sous forme d'enfant. On peut se reproduire sous forme de peinture, de cuisine, de jardinage, tout ce qu'on voudra. On peut créer autrement. On peut créer autrement. Mais il y a quand même, au fond, dans notre cerveau archaïque, il y a ce besoin de reproduction. Et ce besoin de reproduction, il va être attiré par les visages symétriques. Pourquoi? Ça, on le sait très très bien. Pourquoi? Parce qu'un visage symétrique vers le haut, qui a une symétrie haute, représente un corps en très bonne santé, tout simplement. Et c'est pour ça qu'on est toujours attiré par des visages jeunes. C'est normal, parce qu'ils représentent la bonne santé et la vitalité. Vous voyez? Donc c'est très important ça. Et la chance que nous avons, c'est que quand, par une bonne santé, nous arrivons à refaire notre symétrie comme elle était à la naissance, eh bien, nous embellissons. Et ça, c'est fantastique. C'est pour ça que si je vous parlais de beauté pour vous dire plus on avance dans la vie, plus on est moche, je ne serais jamais venue. Non. D'ailleurs, tu as entre guillemets rajeuni Zinedine Zidane. Complètement. Si vous feuilletez un album, vous allez en librairie, il y a des gros albums, enfin il y avait en tout cas des gros albums de Zinedine Zidane où on le voit pendant 10 ans, 15 ans de vie. Eh bien, vous regardez les photos de Zidane en 1998 et vous regardez les photos de Zidane en 2000-2002. Vous allez voir, la différence est vraiment étonnante. En 1998, il a une bascule de l'œil droit, bascule de la bouche. Il a tout le côté droit qui est penché par rapport au côté gauche. Et tout simplement parce qu'il a le foie enrobé de gras qui tire de ce côté-là, côté droit. Ça tire sur le fascia. Voilà, ça tire sur le fascia et ça fait que son visage paraît moins jeune que quelques années plus tôt où son visage était bien symétrique. Il a fait ma méthode pendant 2-3 ans. Je le sais par son kiné, faut pas le dire. Et donc, il a redressé son visage, ce qui fait que en 2002, ben, on lui dit, l'équipe magazine, tout ça, lui disent, mais c'est bizarre, vous avez rajeuni. Son médecin constate que non seulement il a rajeuni du visage, il a en plus les cheveux qui repoussent, mais il a aussi plus de force que 6 ans plus tôt. Et ça, ça va vraiment avec la santé. Donc, nous avons tous, à tout moment, la possibilité de rétablir cette symétrie du visage, parce que rien que cette symétrie, elle nous rajeunit. D'ailleurs, quand on sourit, on fait remonter les commissures des lèvres, parce que quand on sourit pour séduire, en fait. On ne s'en rend pas compte, c'est inconscient, mais on sourit pour faire plaisir à quelqu'un. Donc, et on se rend beau en souriant. Quand on se maquille, ben on essaie que ce soit symétrique, on essaie de rétablir la symétrie, parce qu'on est bien conscient que c'est pas très, très normal. Attention, la symétrie, c'est pas l'identité. C'est-à-dire que c'est une question de distance entre la verticale. Par exemple, ce coin de l'œil doit être à la même distance de cette ligne-là que le coin de cet œil. S'ils ne sont pas de la même hauteur, ça veut dire qu'il y a un organe qui est chargé, un organe qui est enrobé de gras. Voilà. Quand un organe est enrobé de gras, ça veut dire qu'il est fatigué
Ça ne veut pas dire qu'il est malade, ça veut dire qu'il est fatigué et que si on ne fait pas ce qu'il faut, un peu de détox, si on ne fait pas attention à son alimentation, à son activité physique, à des choses comme ça, eh bien, il peut devenir malade dans un certain nombre d'années, à force d'être fatigué. Vous voyez? Donc, c'est très intéressant parce qu'on agit à la fois sur sa santé, sur son bien-être et sur sa beauté. Et c'est ça qui est fantastique. Et là, peu importe l'âge. C'est ça qui est vraiment très, très intéressant. Vous voyez? Donc, dans la beauté, il y a aussi un petit élément. Donc, je ne sais pas si j'en avais parlé de ce petit élément très important. Quand j'avais 34 ou 36 ans, je ne sais plus, j'ai lu un livre qui s'appelle Enfance de Françoise Dolto. Et dans ce livre, elle explique de façon très, très intéressante que nous avons choisi nos parents. Bon, je me suis dit que ce soit vrai ou pas vrai, peu importe, ça veut dire quelque chose. Moi, je choisis quelque chose qui est constructif. Penser que je n'ai pas choisi mes parents, c'est triste parce que c'est une fatalité. Penser que je les ai choisis, ça change complètement parce que je ne suis plus une victime s'ils n'étaient pas gentils, mais je suis un acteur. Pas la même chose. Et donc, quand j'ai compris ce truc-là, je n'ai plus jamais eu peur de vieillir parce que je me suis dit, si je les ai choisis, je pourrais en choisir d'autres plus tard dans une autre vie. Et donc, en fait, la peur de vieillir, elle ne m'inquiète plus du tout. C'est ça, en fait, tu as un peu spolié ma conclusion. Ah. C'est pas grave, mais on va y revenir parce qu'il y a un petit peu plus à dire de ce côté-là, Oui. parce que sur la fin du livre, tu dis des choses très intéressantes. Oui. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu des rides, l'expression des rides? Alors, les rides. Pourquoi c'est intéressant? Alors, les rides, moi, je me souviens d'une femme qui était couturier. Je l'oublie son nom, là, tout d'un coup. Cette femme couturier, dont j'ai porté les vêtements longtemps, disait, moi, je ne veux pas enlever mes rides parce qu'elles m'ont coûté assez cher. Ah oui, d'accord. Mais mes rides m'ont coûté trop cher pour que je veuille m'en débarrasser. Voilà ce qu'elle disait. Et ça m'avait interpellée, ça. Et puis, j'ai réfléchi sur les rides et je me suis rendu compte que, en fait, les rides, on a les rides qu'on se fabrique d'une certaine façon. C'est-à-dire que quand on est quelqu'un qui rit beaucoup, qui sourit, qui aime les autres, qui est joyeux, ben on se fait des rides sympas. Et puis quand on est du genre grognon, hargneux, à toujours se plaindre, etc., ben on se fait des rides tristes. Et finalement, ça se voit sur le visage. Vous voyez? Donc, attention, il y a les vrais sourires et les faux sourires aussi. Parce qu'il y a des sourires qui sont presque des grimaces, ce qu'on appelle le sourire commercial. Ah oui. Vous voyez? Il y a des personnes, on le voit à la télé, des personnes à qui on a dit il faut sourire tout le temps quand on parle. Alors ça, moi, j'en suis incapable. Totalement incapable de sourire en permanence en parlant. Quand je parle de quelque chose de sérieux, ben, je ne souris pas. Voilà. C'est clair. Ben oui. Donc, mais ce sourire est même hyper agaçant, par exemple, pour les gens qui donnent les infos à la télé et qui vous expliquent avec un sourire qu'il y a 400 000 morts à tel endroit. Voilà. Je trouve ça abominable. Avec le même sourire, ils vont vous parler des morts et des vivants. Enfin, voilà. C'est pas ce sourire-là qui va nous faire des jolies rides. Donc, si on veut des rides sympathiques, il faut se sentir bien en premier. C'est la toute première chose. Quand on se sent bien, on se fait des rides sympathiques qui elles-mêmes vont remonter beaucoup plus que descendre. Ça, c'est vraiment intéressant. Alors, comment on fait? Alors, comment on fait? Par où on commence? Non. Alors, il y a aussi un moyen d'éliminer des rides avec ma méthode, ce qui est de se mettre de l'argile sur les joues. Alors, je vais vous dire, ça fait très longtemps que je ne l'ai pas fait. Mais vraiment très longtemps. Ça fait au moins 15 ans ou 17 ans que je ne l'ai pas fait. Mais je l'ai fait à une époque où j'organisais des stages et où, comme je le faisais faire à mes stagiaires, je le faisais moi aussi. La première fois que j'ai compris ça, je devais avoir 60 ans et j'ai eu j'avais 60 ans, j'en ai 83 maintenant pour ceux qui ne me connaissent pas, hein, donc c'était il y a 23 ans. Donc la première fois que je l'ai fait, c'est parce que j'ai eu une opération dentaire que j'ai eue sur la joue gauche, je crois, oui c'est ça. Que je touche, je ne sais plus. Enfin, j'ai eu une opération dentaire et
comme je ne voulais pas prendre les 5 médicaments qu'on m'avait donnés parce que je suis contre les médicaments, j'avais acheté les médicaments par prudence, mais j'ai mis de l'argile, j'ai fait les bains dérivatifs pour remplacer les médicaments, c'est-à-dire pour ne pas avoir de douleur et pour que ça cicatrise bien. Donc, j'ai mis de l'argile pendant 17 jours sur la joue gauche et, ou droite, je ne sais plus. J'ai une ride. Moi, j'étais pas là, je sais plus. C'était la joue gauche. J'ai mis de l'argile sur la joue gauche pendant 17 jours d'affilée, pas en permanence parce que j'enseignais en même temps. Donc, les 2 premiers jours qui étaient un samedi et un dimanche, j'en ai mis 24 heures sur 24. Mais ensuite, j'en mettais toute la nuit. Et puis, j'en mettais quand j'étais chez moi, c'est-à-dire j'en mettais entre midi et 2 heures. J'en mettais dès que je rentrais chez moi à 17-18 heures. Et je changeais et j'en remettais la nuit. Et puis le week-end, j'en mettais non-stop. J'ai fait ça pendant 17 jours. 17 jours plus tard, j'ai découvert que j'avais plus aucune ride sur tout le côté gauche. Plus de rides à l'œil, plus de rides. J'avais une ride profonde qui a disparu et qui n'est jamais revenue aussi profonde. La ride, ouais, donc c'est cette joue-là alors. Hein? Je crois que c'est cette joue-là alors. Oui, mais j'avais une ride profonde qui n'aurait plus que s'approfondir et qui avait disparu. J'avais plus de rides sur la moitié de la bouche. Pendant 2 ans, dans mes conférences en direct, comme ça, je montrais aux gens, je disais, regardez bien. Ils voyaient bien que ma bouche n'avait plus de rides de ce côté-là, sur la moitié. Plus de rides là, et là, plus de rides. Alors, j'ai pas eu le courage de faire pareil de l'autre côté, parce que c'est un peu casse-pied de mettre cette argile. C'était une boule d'argile épaisse de 2 cm sur le creux de la joue. Je n'ai pas mis l'argile sur toute la partie. Je n'ai mis l'argile que là, uniquement là. Mais comme on a un fascia qui fait la moitié du visage, ça a travaillé sur l'ensemble du visage. Attends, sur la moitié. J'ai des questions. Déjà, par rapport à l'opération des dents, tu l'as fait dans le but de détoxiner, de soulager, de cicatriser. Pour supprimer la douleur, pour éviter l'infection. Voilà, et ça a cicatrisé en quelques jours, en 4 jours, alors que normalement, les fils sont partis au bout de 4 jours avec une cicatrisation parfaite, alors que normalement, je devais les retirer 15 jours plus tard. Je suis arrivée chez le médecin avec mon petit filet de couture. Il n'avait jamais vu ça. Ça me permettait de cicatriser, de ne pas avoir d'infection, pas avoir de douleur, pas avoir de névralgie, etc. Mais quand j'ai vu ça, j'en ai parlé et je l'ai fait faire à beaucoup de personnes. Vous pouvez très bien mettre de l'argile, mais c'est des 2 côtés en même temps. Alors évidemment, on fait un peu œuf de Pâques, hein, parce qu'il faut mettre un bandage. On va essayer de trouver un moyen élégant de le faire. Essayez d'imaginer, dans un de mes stages, j'avais 20 personnes. On était dans une ancienne ferme aménagée en centre de remise en forme. Et on a vu, un monsieur est venu voir le propriétaire des lieux. Et quand il nous a vus tous avec des bandages, on était dans le jardin, il a demandé qu'est-ce qu'on avait, si on avait mal aux dents. Et alors lui, en rigolant, il a dit oui, oui, oui. En plus, c'était le maire du village, hein, le gars qui est venu. Il dit oui, oui, ils sont tous mal aux dents. Ils ont dit ça en rigolant. Mais c'était vraiment, on avait l'air de grands blessés, quoi. On avait des bandages tout autour de la tête pour faire tenir cette argile, vous voyez. Mais ce qui est intéressant, c'est que effectivement, ça régénère peu à peu la peau, le visage. Je dis, j'ai pas eu le courage de le faire depuis 15 ans. À 60 ans, ça a super bien fonctionné. À 65 ans, ça marchait très bien aussi. Voilà. Mais parallèlement, on mangeait bien. Parallèlement, Donne-nous quelques astuces. Alors, il y a une autre chose. Il existe aujourd'hui des massages qu'on vous fait payer assez cher. Hein, moi, j'ai fait tous les matins mon massage visage. Voilà. Parce que ça draine. Oui. Alors, moi, j'en ai un que je ne fais pas depuis longtemps, mais que quand je le fais, ça se voit. J'aurais pu le faire pour faire cette émission. D'ailleurs, ça aurait tenu assez longtemps. C'est quand je suis couchée, je prends un tout petit peu d'huile d'amande, oui, et je me fais un visage en poussant très, très fort avec la paume des mains et en remontant et en tirant sur les côtés. Et là, j'ai pendant largement 24 heures un visage beaucoup moins ridé. Ça se voit. Mais je ne le fais pas depuis pas mal de temps parce que je travaille beaucoup. Et puis
C'est de la paresse, c'est de la paresse. Parce que Mais pour donner quelques astuces, parce que moi, je le fais tous les matins depuis, je pense, au moins 5 ans. Et mon visage, qui était quand même un peu bouffi avant, vraiment, il s'est affiné. Et donc, je pars là. Donc, on va travailler tous les ganglions. On repart là. Ici, c'est très important aussi de stimuler et toujours remonter vers le haut. Et le nez, ne pas oublier le nez, parce que le nez grossit avec avec l'âge. l'âge, oui. Et donc, pareil, les contours des yeux. Mais vous avez plein de tutos sur Internet. Il y en a aussi des gratuits. Oui. Hein. Il y en a des payants, il y en a des Bien gratuits. sûr. Et franchement, il y en a qui disent Alors, que il ça y a- fait rajeunir, mais je pense que ça fait Oui. surtout bouger les liquides. Oui, alors il y a autre chose qui est très intéressant et facile à faire. Ouais. Idéalement, c'est dans la mer, par exemple, c'est de nager la tête sous l'eau et respirer Oui. en rejetant l'eau parce qu'on fait travailler. Je me suis rendu compte, ça m'est arrivé, j'ai des photos d'ailleurs là-dessus, très intéressantes. Pareil, c'est autour de 65 ans à peu près. Quand j'allais en vacances, comme je faisais beaucoup de bodyboard sur ma planche, quand je remontais les vagues, j'avais le nez dehors. Après mes 3 semaines à la mer, j'avais le visage qui avait vieilli parce qu'il était exposé au sel et au soleil énormément, puisque je remontais en étant sur la planche. Et puis, une année, je me suis dit, c'est pas possible, parce que je devais en plus faire un stage beauté d'1 semaine en rentrant de vacances. Et là, je me suis dit, il faut que je mette la tête sous l'eau. J'ai mis la tête sous l'eau et je l'ai mise tous les jours en nageant. Je faisais ça pendant plusieurs heures par jour. Parce que avec une planche, on s'amuse. Hein. À la fin de mes 3 semaines, j'avais un visage qui avait plus de rides. J'étais stupéfaite. J'avais complètement régénéré le visage. Et au tel point que j'ai fait des photos et ça a tenu au moins 2 mois. Quoi. Bon. Alors, quand on ne peut pas faire ça, on peut toujours prendre une cuvette dans laquelle on met de l'eau et une poignée de sel marin. Et on souffle dedans. Et en soufflant dedans, on fait travailler tous les muscles du visage et ça permet aussi de régénérer le visage. C'est un truc qui coûte pas cher, qui peut être très amusant pour les gens qui aiment bien mettre la tête sous l'eau. J'ai remarqué ça de manière différente, pareil dans l'eau de mer. Donc moi, c'était pour éviter le soleil, donc je mettais aussi la tête sous l'eau. Mais aussi, ça me faisait respirer. Et quand on respire sous l'eau, en fait, on fait quand même des apnées. Et déjà, mon ventre était très sculpté, très rentré. Donc vraiment, tout était gainé. Et mon visage, pareil, était affiné. Et la peau était plus dense. Et donc, je m'étais fait cette remarque-là et ça concorde complètement avec ce que tu dis. Oui, c'est intéressant, vous voyez. Ouais. Donc, ce sont des petits trucs. Si on ne peut pas aller à la mer, on peut au moins utiliser un seau d'eau ou une cuvette d'eau. Vous voyez, c'est des petites choses qui coûtent rien et qui peuvent être efficaces. Donc, alors ça ne va pas se faire instantanément, mais si on le fait tous les jours pendant quelques temps, on peut tenir. Il y a une autre chose encore qui est intéressante. Vous savez, quand on a dormi et qu'on a le pli, qu'on appelle ça le pli de l'oreiller, on appelle ça le pli de l'oreiller. Ce pli de l'oreiller, moi, je l'avais par exemple, j'avais 58 ans, quelque chose comme ça. Quand je me levais le matin, j'avais des plis au visage qui mettaient du temps à disparaître. J'avais beau triturer. Ça met longtemps. Hein. J'avais vraiment, ça tenait longtemps. C'était difficile pour moi de les faire disparaître. Eh bien, ils ont disparu pendant 10 mois à la suite de ma première cure de raisin. Ah ouais? Ah, c'est pour ça que tu fais des cures de raisin encore? Je m'en fais, c'est pas pour ça, mais parce que ça fait du bien complètement. Oui, d'accord, ok, oui, oui. Mais j'ai fait une cure de raisin de 2 semaines. J'avais plus de plis de l'oreille. Mais pourquoi? Parce que le resveratrol, qui est dans le raisin, régénère les tissus. Ça se voit sur les petites souris et ça se voit sur les gens. Donc, moi, mon pli cutané, à chaque fois que je fais une cure de raisin, eh bien, ce pli de l'oreiller, il n'apparaît plus pendant en moyenne 10 mois. Donc, vivement que le raisin revienne, quoi. Donc, combien de temps tu as fait la cure de raisin? Minimum 1 semaine, mais si tu fais 2 semaines, ça dépend de l'âge. À ton âge, 1 semaine, ça doit suffire. Mais du coup, tu n'as pas du tout de protéines pendant ce temps-là? En fait,
l'être humain est parfaitement capable, sans se détériorer, de ne pas avoir de protéines pendant une semaine ou 2 semaines. C'est pas un problème, ça, parce que dans la vie normale, naturelle, il y a des périodes un peu longues où on n'a pas pu chasser, où on n'a pas trouvé les aliments qu'on voulait, il y a eu une tempête qui a tout rasé, etc. Donc, la vie normale, c'est comme ça. Donc, D'accord. pas de problème. Et par contre, c'est vraiment très intéressant pour la peau. Vous voyez? Très bon pour la peau aussi, la cure d'huile d'olive, mais en particulier l'huile d'olive très riche en polyphénol. Mais même si vous n'avez pas l'huile très riche en polyphénol, si vous prenez déjà une bonne huile bio d'olive et que vous en buvez une cuillère à soupe le matin à jeun, eh bien, ça va agir sur votre peau. Moi, ce que je vous conseille, c'est d'en prendre une le matin à jeun et en prendre une autre dans un de vos repas ou dans chacun de vos repas. Parce que la cuillère qui est prise le matin à jeun, elle va travailler sur tout le système digestif et elle va purger la vésicule biliaire. C'est-à-dire qu'elle va éliminer les calculs biliaires. Et je peux vous dire que tout le monde a des calculs biliaires et on en a des quantités absolument astronomiques. Moi, je n'aurais jamais imaginé que j'avais certainement une quantité comme ça de calculs biliaires et ça ne se voyait pas. Je n'imaginais pas. C'est impressionnant. Ils ne sont pas tous partis le même jour. Et j'en ai éliminé pendant 3 semaines. C'est impressionnant. On n'imagine pas la quantité de calculs biliaires qu'on peut avoir à l'intérieur. Et donc, c'est quand ils se collent entre eux et qu'ils font une grosse boule qu'ils deviennent dangereux. Mais tant qu'ils ne s'agglutinent pas entre eux, le bain dérivatif les empêche de se glutiner. Et quand ils sont agglutinés, on peut les défaire avec le bain dérivatif. Mais quand ils ne sont pas agglutinés, on n'est pas gêné, on ne s'en rend pas compte. Donc, ça nettoie la vésicule biliaire et en nettoyant la vésicule biliaire, ben, on aide le foie, on aide la détoxination du corps. Et ça, c'est très, très intéressant. Et ça embellit aussi la peau. La cuillère qu'on va manger avec son repas, elle va émulsionner cette huile et elle va permettre à l'huile d'aller jusqu'à la peau. Et là aussi, on va avoir une peau qui va s'améliorer. La peau, les cheveux, etc. Donc, ça vaut la peine. Les huiles, parfois, elles s'oxydent. Est-ce qu'il faut la mettre au frigo, celle-là, l'huile d'olive? L'huile d'olive n'a pas besoin d'être mise au frigo. Et l'huile d'olive, l'huile d'arachide, l'huile de sésame peuvent être gardées hors frigo. Ok. Juste pour l'argile, tu parlais aussi de boire l'eau d'argile. Alors, je n'ai pas vu d'effets spéciaux de l'argile qu'on boit sur la peau, mais pour certaines personnes qui ont le teint pas très clair, ça doit certainement améliorer le teint. Certainement. Quand on a le teint brouillé, etc., je pense que faire une cure d'argile à boire est très intéressante pour le teint. Normalement, quand on mange, selon la méthode, c'est-à-dire la méthode traditionnelle, universelle, Miamo-Prix, Miamo-5, quand on mange correctement et qu'on fait le bain dérivatif, on doit garder un joli teint ambré tout l'hiver. On ne doit être jamais blafard en hiver. Les personnes qui mangent vraiment correctement toute l'année et qui font un bain dérivatif, elles gardent un teint légèrement coloré toute la vie, toute l'année, je veux dire. On ne doit pas blanchir. On ne doit pas blanchir. On ne doit pas être pâle, tristement pâle en hiver. D'ailleurs, les petits enfants, quand ils mangent bien, ils ont un joli teint en hiver. Et les adultes, ça doit être la même chose. Louis Kuhn, qui a été le premier en Occident à parler du bain dérivatif, était réputé pour avoir et c'est un Allemand, c'est un blond aux yeux bleus, et bien ce type-là, au teint clair, était réputé garder un teint légèrement ambré tout l'hiver, parce qu'il mangeait bien et il faisait le bain dérivatif. Donc ça prolonge le bronzage de l'été. Avant de te poser une autre question, justement, le bronzage général, c'est maintenant, tout le monde dit qu'il y a des cancers quand on s'expose au soleil, mais si on met des crèmes solaires et des lunettes de soleil, le corps, il ne sait plus. Mais il ne fait pas de vitamine D déjà. Voilà. Donc, est-ce que toi, tu recommandes de mettre de la crème solaire ou pas, ou t'exposer à la lumière du jour en étant au soleil, à l'ombre et tout ça? Alors, moi, j'ai participé en 2010 à une émission d'1 heure sur Direct 8.
Vous pouvez certainement la retrouver sur Internet. Il y avait là la représentante de la dermatologie française, c'est-à-dire que c'était la présidente du syndicat de la dermatologie française, donc c'était une dermatologue. Et la journaliste, c'était Charlotte Sabreux. Charlotte m'avait fait venir pour être en contradiction avec la dermatologue qui venait nous montrer plein de diapositives de carcinomes horribles, etc., pour nous convaincre de nous mettre des crèmes partout. Alors, très bien. Et Charlotte m'a dit, mais pourquoi vous êtes contre France? Ben moi, j'avais apporté les études américaines et françaises qui ont été faites sur les crèmes solaires, précisément. Il y a une étude qui a duré 4 ans, faite par le docteur Marianne Berwick. Tout ça est écrit dans mes livres, hein, donc vous pouvez retrouver. Le docteur Marianne Berwick aux États-Unis, pendant 4 ans, a étudié les effets des crèmes solaires sur la peau et elle a été formelle. Ce sont les crèmes solaires qui sont responsables du carcinome. Et pas seulement du carcinome, mais du carcinome. Le docteur Jean-François Doré, ça ne s'invente pas, à l'INSERM de Lyon, en France, lui, il a fait une étude sur 7 ans. Cette étude a porté sur des enfants de cours préparatoires jusqu'en classe de 5e. Pendant 7 ans, il a observé la peau de ce groupe d'enfants et il a interrogé les parents sur les crèmes solaires utilisées. Et plus les parents mettaient un indice fort, plus il apparaissait sur la peau des enfants des choses pas jolies, des boules, des choses, enfin, des petites choses noires, etc. Il apparaissait plein de choses comme ça. Il a vu que c'était les crèmes solaires qui étaient responsables de ça. Je peux vous dire que quand la publication a été faite en 1998, eh bien, c'était la revue Ça m'intéresse, je crois, qui avait publié ça. Eh bien, quand la publication est sortie, c'était tout un dossier. Nous étions au mois d'août, moi j'étais en vacances et je mettais des crèmes solaires bien fortes à mes enfants. En plus de ça, à l'époque, les crèmes solaires les plus fortes, elles laissaient la peau blanche. Je peux vous dire que ça râlait dur chez mes ados, mais c'était ça où tu vas pas à la plage. Donc, j'étais féroce. Et quand j'ai lu ça, et en plus, chaque année, quand je découvrais quelque chose qui était apparu, je me disais, c'est parce que j'ai pas mis de crème solaire à cet endroit-là. Donc, je faisais attention d'en mettre bien partout. Eh bien, quand j'ai lu cet article, j'ai jeté toutes les crèmes solaires et j'ai dit maintenant, c'est soit des vêtements, soit vous prenez des bains de soleil raisonnables, intelligents. Et en réalité, si on expose son corps à la lumière solaire toute l'année, y compris en hiver, eh bien, on ne prend jamais de coup de soleil. Oui. Et on va très, très bien. Alors, moi, je peux vous dire que j'en mets absolument pas de crème solaire. Du tout, du tout. Pourtant, regarde, j'ai pas des… Oui, elle est en jupe, on voit pas. J'ai pas la peau complètement ravagée. Non. Alors, vous allez me dire que j'ai des taches. Mais mes taches, je les ai depuis ma naissance. Parce que j'ai du sang africain, j'ai du sang maori, j'ai du sang russe, j'ai du sang espagnol. Et ce mélange fait que quand j'étais petite, on m'appelait cacamouche, c'est-à-dire que j'avais plein de taches. Je les ai toujours eues depuis bébé. Donc ça, le soleil ne m'a rien apporté de plus. Mais par contre, ça ne m'a pas abîmé la peau de façon exagérée. En fait, pour être en bonne santé, il faut absolument avoir la lumière du jour, c'est-à-dire aussi le soleil et aussi l'ombre. Voilà. Il faut être à l'extérieur. Il y a un livre écrit par une dermatologue française qui est une parente de l'ancien directeur de la santé, Jean-Pierre Houssin. Elle s'appelle Brigitte Houssin, H-O-U-2-S-I-N. Le titre du livre, c'est Soleil, mensonge et propagande. Et elle explique très clairement qu'il ne faut pas mettre de crème solaire. Et normalement, très peu les lunettes de soleil. Alors, les lunettes de soleil, c'est un problème. On peut mettre des lunettes de soleil pour conduire, ça c'est indispensable. Pour la mais montagne. Pas pour prendre des bains de soleil, ni même pour faire du ski, parce qu'on a des casquettes qui vont très bien. Vous savez, moi j'ai vécu dans le Jura en 1956-58. Les gens des Rousses dans le Jura étaient tous blonds avec des yeux bleus. Aucun n'avait de lunettes de soleil, parce que les lunettes de soleil, à cette époque-là, c'était les touristes de Paris qui portaient des lunettes de soleil.
Il n'y avait que les Parisiens qui portaient des lunettes de soleil. Mais les gens des Rousses qui allaient porter le lait de leurs vaches sur la neige, avec le soleil qui tapait fort, ils allaient porter ça à la fruitière, qui était la coopérative de l'époque, eh bien, ils n'avaient pas de lunettes. Les gardes frontières, les douaniers suisses qui étaient habillés tout en blanc pour pas qu'on les voie sur la neige, ils n'avaient pas de lunettes de soleil, sinon on les aurait repérés de très loin. Ils avaient des casquettes blanches qui ombrageaient leurs yeux. Ils avaient des cagoules blanches pour pas qu'on les repère. Il n'y avait que leurs yeux qui n'étaient pas cachés, mais ils n'avaient pas de lunettes de soleil, sinon on les aurait vus de très très loin. Parce que dans les yeux, il y a des capteurs en fait qui informent le corps que le soleil, parce que sinon la peau elle peut pas se protéger si les yeux ne sont pas informés. En fait, c'est tout un processus. Voilà, exactement. Ce qui se passe, c'est que quand le cerveau capte les rayons de soleil, eh bien, il met en action les graisses brunes sous la peau pour nous protéger. Alors, en plus de ça, il faut savoir que le soleil du matin, moi, tous les matins, je prends un bain de soleil direct, même en hiver. Le soleil du matin et le soleil du soir réparent Oui, c'est vrai. La peau répare comment on appelle ça, c'est la partie élastique de la peau. L'épiderme. Non. En dessous. Non. Répare le collagène. Répare le collagène. Et par contre, alors en hiver, le soleil de midi répare aussi le collagène. Hein. En hiver, c'est-à-dire en décembre, janvier, février. Hein. Mais en été, le soleil de midi détruit le collagène. Par contre, le soleil du matin et du soir en été répare le collagène. D'ailleurs, si vous allez faire un petit tour sous les tropiques, si le soleil était responsable de la peau qui s'abîme ou des cancers de la peau, c'est sous les tropiques qu'il y aurait le plus de cancers de la peau et c'est là qu'il y aurait le plus de peau complètement ravagée. Or, les gens ont la peau beaucoup moins abîmée avec les années sous les tropiques qu'en Occident, que dans les pays tempérés. Parce qu'ils ont la peau exposée toute l'année au soleil. Donc, et les cancers, les mélanomes, ça, c'est vraiment, ça a été reconnu par un tribunal à Bourges et par un tribunal à Rennes, sont causés par les pesticides et pas par le soleil. En Afrique, les gens qui ont des mélanomes, c'est sous la plante des pieds, parce qu'ils travaillent dans des plantations où il y a plein de pesticides, et c'est sous la plante des pieds. Ils ne marchent pas sur les mains, ils n'exposent pas la plante des pieds au soleil. Donc, le mélanome, il est dû aux pesticides. C'est très important d'être conscient de ça. Les pesticides, les produits de beauté qui ne sont pas de bonne qualité, etc., etc. Les mélanomes, ça n'a rien à voir avec le soleil. Je voudrais qu'on parle avant la fin de la conférence du livre que tu as. Ah oui, si tu veux, oui. Pardon, alors ça, tu en parles. Voilà. Alors, ce qui est intéressant, c'est la colorimétrie. Ce qui est intéressant, c'est de comprendre, parce que dans ce livre, il y a les couleurs, et on va rapidement aborder les couleurs. Voilà. Alors, ça, c'est très, très intéressant parce que il existe 4 groupes de couleurs. Il y a les couleurs du printemps, les couleurs de l'été, les couleurs de l'automne et les couleurs de l'hiver. En réalité, je me suis rendu compte que c'était même adapté aux régions du globe parce que sous les tropiques et à l'équateur, il n'y a que 2 saisons. Il y a l'été et l'hiver. Et la plupart des gens là-bas correspondent à des couleurs d'été et des couleurs d'hiver. Par contre, dans les pays tempérés, eh bien, il y a des couleurs de printemps, des couleurs d'été, des couleurs d'automne et des couleurs d'hiver. Et ça correspond à des couleurs de cheveux, ça correspond à la couleur du teint. C'est très intéressant parce que moi, par exemple, j'ai 5 filles. Parmi mes 5 filles, j'ai été, automne,
hiver et printemps. J'ai les 4 parce que je suis très métissée, évidemment. Et donc, en plus, les papas sont pas. Il y a 2 papas. Ils ont apporté aussi leur gène. Et c'est très amusant parce que j'en ai 2, par exemple, qui ont 17 mois de différence. 17 mois de différence, je pouvais passer les vêtements de l'une à l'autre, normalement. Eh bien, c'est impossible parce que j'en ai une qui est printemps. Alors, je lui avais acheté une petite robe ravissante avec des toutes petites fleurs. Moi, j'adore les tissus avec des très, très petites fleurs, couleur printemps. Donc, je lui avais acheté cette robe et quand j'ai voulu la mettre à la sœur plus jeune, qui elle est automne, on avait l'impression que la robe était complètement délavée ou que la fille était malade. Mais c'était vraiment horrible, c'était impossible. Je ne pouvais pas mettre un truc pareil à mon enfant. Parce que moi, j'aime bien mettre des jolies choses à mes bébés. Et comme quoi, les couleurs, enfin, en France, vous en parlez, c'est très important, la colorimétrie, si vous voulez mieux vous mettre en valeur. C'est très, très important, ça. Et d'ailleurs, spontanément, vous sentez très bien les couleurs dans lesquelles vous vous sentez bien. Il y a des livres, enfin, en tout cas, il y en a au moins un que je connais qui est écrit là-dessus. Et il y a les couleurs dans lesquelles on se sent bien, dans lesquelles on a envie de vivre, et il y a celles dans lesquelles on n'a pas envie de vivre. Moi, je ne peux pas vivre là-dedans. Alors que toi, tu peux vivre là-dedans. C'est un peu hiver. C'est hiver, je crois. Hiver. C'est hiver, ça? Je ne sais pas, c'est marqué les couleurs de l'hiver. Ah ben c'est possible, oui. Enfin, moi, ce n'est pas trop les couleurs d'hiver que je choisis. Moi, je suis plutôt dans les blancs, les noirs. Hein, rouge et noir. Voilà. Vous avez vu, nous n'avons pas du tout les mêmes rouges. Moi, j'ai un rouge automne, parce que je suis automne, et France a un rouge hiver, parce que tu es hiver. Hein. Oui. Et si je mets ce vêtement, le vêtement de Gwénoline, j'ai l'air très fatiguée. Ça me rend blême. Moi, c'est pareil. Si je mets ça, voilà. C'est pas bon pour moi. Oui, c'est amusant parce que Aimata, par exemple, elle est été. L'été a l'air proche de l'hiver, mais il y a un rose, par exemple, qui sur moi me... Oui, il y a un rose qui va bien. Et ce rose, sur elle, ça ne va pas du tout. Alors qu'elle est très... On se ressemble beaucoup. Oui, vraiment. On se ressemble beaucoup. Mais elle est vraiment été et moi, je suis vraiment hiver. Vous voyez, moi, il me faut un blanc bien blanc. Blanc. Moi, il ne faut surtout pas de blanc, il me faut du crème. Voilà. Moi, si je mets un crème, j'ai l'air malade. Il y a les verts. Il faut que je fasse très attention aux verts. Je ne supporte qu'un vert pomme très pomme ou un vert sapin très foncé. Mais tous les verts entre les deux, ils me rendent triste. Et est-ce que tu peux nous parler aussi dans la haute couture il y a des brevets de couleurs. Ah oui, voilà. Oui. Alors ça, c'est très important aussi. Les couleurs des vêtements sont décidées en moyenne 5 ou 6 ans avant leur production. Parce que ça donne à tous les fabricants le temps de s'y mettre et puis d'écouler les couleurs précédentes. Mais il y a des dépôts de brevets pour les couleurs à la nuance près. C'est-à-dire que quand une couleur devient à la mode, par exemple chez Christian Dior ou chez n'importe quel couturier, la même couleur ne peut pas être reprise en prêt-à-porter. Ou alors, il faut qu'ils achètent la couleur. Ils le font quelquefois dans du prêt-à-porter haut de gamme, mais pas toujours. Et donc, plus on descend en gamme, plus on s'éloigne de la couleur d'origine. Et elle n'a plus du tout le même éclat. Je préfère acheter la 6e année de solde chez Agnès B, par exemple. Je vais payer presque rien parce que ça fait 6 ans qu'ils essaient de le vendre, mais ça va m'aller magnifiquement bien. Les noirs, par exemple, le noir, moi j'ai besoin d'un vrai noir. Si je prends un noir un peu grisé, ça ne va pas du tout. Et explique le brevet, c'est-à-dire qu'au début, ils achètent un brevet et la haute couture a les plus belles couleurs splendides. Oui. Et ensuite, les couleurs un peu luxe. Alors, les couleurs de luxe peuvent être achetées par exemple, Agnès B, parce qu'eux, ils ont les moyens de le faire, mais Mango ne va pas les acheter aussi cher. Mango peut les acheter pour un vêtement, par exemple. Ils le font quelquefois. Ils achètent pour un vêtement. Enfin, chez Mango, je n'ai jamais vu, mais ça arrive. Mais ça arrive que en prêt-à-porter, ils achètent pour un vêtement. Ça leur coûte beaucoup moins cher que pour une gamme, bien évidemment. Effectivement, c'est celui-là qu'on va aimer. Je me souviens, une année, il y avait un vert un peu bleu-vert, qui me va très bien, celui-là, il est foncé.
Et ils avaient acheté la couleur pour un manteau. Je l'ai toujours, parce que la couleur me va très, très bien. Vous voyez, moi, je l'ai acheté en solde parce que c'était le plus cher à cette époque-là chez eux, mais je peux le porter éternellement, sans aucun Donc, problème. ça veut dire que donc il y a les couturiers, après il y a les magasins de luxe, et après il y a les magasins, on va dire haut de gamme, je ne sais pas quelle marque citer. Oui. Et puis après, et après il y a les franchises. Voilà, voilà. Et puis ceux qui sont un peu en dessous, en qualité et en prix, vont décliner la couleur, mais avec des nuances différentes. Et il y a quelquefois même, c'est criant la différence. Ouais, oui. Alors, sachez aussi une chose très intéressante que j'ai probablement pas écrite, là, peut-être, je l'ai peut-être écrit. Quand, à un moment, la mode sort des couleurs, moi, il arrive quelquefois pendant 2, 3 saisons de vêtements ou 4 saisons de vêtements, il n'y a aucune couleur qui me va. Parce qu'ils ont des couleurs qui ne correspondent pas du tout à l'hiver. Mais j'ai quand même envie, j'aime bien être quand même dans mon époque. Eh bien, l'astuce, ça va être, par exemple, d'avoir une jupe sur laquelle je vais porter quelque chose un peu long, qui est de la couleur à la mode, mais qui n'est pas ma couleur. Et là, ça va passer. Très bien. Oui, parce qu'il faut avoir toi un accessoire, Que ça soit, écharpe. voilà, que ça soit pas près du visage. Voilà. Si la couleur ne me correspond pas, ça pourra être aussi une pochette. Ça peut être quelque chose qui est un accessoire. Voilà. Ça peut ou un sac qui va être de la couleur à la mode, qui va me mettre dans mon époque, mais qui ne va pas choquer par rapport à ce que je mets. Il faut juste proche du visage, avoir absolument des couleurs qui… Voilà. qui vous vont. Et pour les maquillages, c'est pareil, il faut respecter aussi sa texture. Mais ça, aujourd'hui, tous les gens qui vous conseillent le savent. Oui. Ça, c'est pas un problème. C'était un problème en 1980, ce n'est plus un problème maintenant. Pour résumer, si tu devais résumer la beauté naturelle en une phrase, ce serait quoi? Eh bien, je dirais en tout premier lieu, faire attention à ce qu'on mange, à ce qu'on boit, parce que sachez que l'alcool, c'est ce qui vieillit le plus vite les femmes, même un verre par semaine. Ouais. C'est ce qui vieillit le plus vite, c'est ce qui donne des rides, en particulier autour des yeux et autour de la bouche très rapidement. Ça dessèche tout. C'est terrible, terrible. L'alcool, c'est terrible. Donc, un verre de vin par semaine, c'est un verre de trop. Manger du cru et des bonnes huiles, c'est excellent pour la peau, pour les cheveux, etc. Faire de l'exercice, bien évidemment, ça va oxygéner, ça va faire marcher, prendre des escaliers plutôt que l'ascenseur, etc. Ça va être excellent aussi pour l'ensemble et pour la peau. Se sentir bien, aimer les autres, être gentil avec les autres. En ce moment, c'est particulièrement difficile parce qu'il y a des gens qui nous font souffrir. Et dans certains pays où les gens n'ont plus le sens de la communauté, du groupe, il y a un désir de vengeance très violent où on réclame justice et si possible une justice qui fait souffrir. Il y a un besoin qui s'est développé comme ça chez beaucoup de gens, alors qu'il y a une autre manière de faire dans la vie qui est de aider à se retourner complètement une personne méchante pour qu'elle utilise toute son énergie à aider les autres. Oui, c'est ce que tu m'as envoyé là. C'est très important ce que je dis là parce que nous allons nous trouver face à ce problème très rapidement. Et quand quelqu'un est très intelligent et a beaucoup d'énergie, le mettre en prison n'est pas forcément la meilleure chose. La meilleure chose peut être de le retourner complètement pour qu'il se mette complètement au service des autres tout le reste de sa vie. Et ça, c'est très difficile à absorber chez beaucoup d'Occidentaux. Il y a des pays où ça pose aucun problème. Aller en Papouasie, c'est la vie normale. Mais ça n'est pas la vie normale, parce que quand on est des petits villages où il n'y a pas beaucoup de monde, on ne peut pas se permettre de mettre en prison quelqu'un parce qu'il a fait des choses horribles. On ne peut que lui demander de changer complètement. On peut pas faire ça, là, tu parles d'un sujet très précis. Voilà. Et c'est difficile de le développer ici. Oui. Mais on va tous se heurter à ce problème. Non, mais on a même dans nos familles des gens qui ne nous parlent plus depuis longtemps parce qu'on ne pense pas de la même manière. Eh bien, au lieu de rester fâché avec ces gens-là, il va falloir les aider à
retrouver leur côté positif. Ça va être un travail difficile. Moi, je me heurte à ça dans ma propre famille. Il y en a une qui me dit, oh, je veux que les autres me demandent pardon. Ben, oui, mais c'est pas forcément la bonne manière. Donc, c'est un problème auquel on va se heurter de façon comme ça nous est jamais arrivé auparavant. Parce qu'il y a eu énormément de ruptures dans les familles. Or, ce n'est pas une bonne idée de rester en rupture. Non. Ça, parce que quand on est en rupture, tout le monde en souffre et tout le monde devient moche. Alors que quand on redevient positif les uns envers les autres, ben, tout le monde embellit de nouveau. C'est important, ça. J'ai beaucoup aimé la conclusion de ton livre. Est-ce que tu serais d'accord d'en lire un passage? Ce passage-là, tu Si peux tu le relire veux, oui. avant? Oui, bien sûr. Parce que tu vois, là, tu parles de la peur de vieillir et après, tu parles de la sérénité. Oui, ben oui. Alors là, je vais vous lire un livre que j'ai écrit il y a beaucoup d'années, mais qui est toujours d'actualité. Donc, c'est enfin pour votre sérénité, vous pouvez faire une sorte de nouveau pari de Pascal. Alors, pari de Pascal, c'était il y a très très longtemps, en 1623, 1662, Pascal se disait soit Dieu existe et le paradis existe, soit il n'existe pas. Mais si Dieu existe, eh bien, pendant une vie, il faut que je sois gentil, que je sois bon, que je fasse que des bonnes choses. Et à ce moment-là, je vais aller au paradis, rejoindre le bon Dieu. Mais si je ne le fais pas, j'irai en enfer. Et ça, c'est épouvantable, et c'est pour l'éternité. Donc, moi, je fais le pari que Dieu existe, et donc, je décide d'être bon et gentil toute ma vie. Voilà, ça, c'est le pari de Pascal. Alors, vous avez parfaitement le droit de faire le pari que nous avons la liberté, le choix de recommencer une vie où nous le voulons après cette vie-là. On n'est pas obligé de penser enfer et paradis, mais on peut penser qu'on a une autre vie après. Moi, c'est un pari que j'ai fait à un moment donné parce que je ne voulais pas donner à mes enfants le sentiment que quand on est mort, on n'existe plus. Je ne trouvais pas ça intelligent. Donc, on a le droit de choisir ses parents. Hein. Comme l'écrivait Françoise Otto, même si l'on ne peut pas prouver que c'est vrai, ce qui est important, c'est que ça fonctionne. Parce que ça, elle l'a fait pratiquer sur des bébés guérissent quand on leur dit personne ne peut démontrer que vous avez raison, mais personne ne peut démontrer le contraire non plus. Si vous arrivez vraiment à faire ce pari, qui reste, ne l'oublions pas, un jeu de l'esprit, vous serez alors l'être le plus libre qui soit, mais aussi le plus responsable. Parce que on est responsable de tous ces actes. Vous ne pourrez plus jamais dire « pas vu, pas pris », car vous aurez forcément à rendre compte de vos actes. En échange, vieillir n'aura plus rien d'inquiétant pour vous, la jalousie non plus, puisque vous avez devant et derrière vous une infinité de vies au choix. Ça, c'est très important. Plus rien ne vous semblera absurde, tout prendra un sens. Vous aurez moins de ces peurs qui marquent notre visage, la peur de vieillir qui marque le visage, qui crispe notre corps. Ce n'est peut-être qu'un artifice, comme le vêtement et le maquillage, mais comme eux, ils fonctionnent. L'une de mes filles, à l'âge de 5 ans, m'avait dit « Maman, est-ce qu'il y a des gens qui croient qu'après la mort, on n'existe plus ?» Alors, je lui dis « Ben oui. » Et d'ailleurs, elle me dit « Ben, ils doivent être bien malheureux. » Et je lui dis, ben, pas forcément s'ils pensent qu'on n'existe plus. Elle me dit, alors à quoi ça sert de faire tous ces efforts pour être gentil, pour ne pas mentir si après on n'existe plus? C'était en fait une très bonne question. La réponse est à votre choix, c'est votre pari. Et n'oubliez pas que toute la vie, nous restons entourés de personnes de notre génération qui peuvent nous admirer, nous aimer, quel que soit notre âge. J'adore cette conclusion. J'adore. Merci beaucoup, France. Il n'y a pas de quoi. Et merci, Gwendoline. Et merci à vous tous, parce que c'est aussi grâce à vous tous que je fais moi-même la méthode, parce que sinon, je n'oserais pas vous en parler. Ouais, c'est vraiment génial. Écoutez, les amis, on vous embrasse. On a encore plein de sujets. Là, à chaque fois que France arrive, il y a des nouvelles choses qui éclorent. Donc, vous allez sûrement nous revoir bientôt ensemble. On vous embrasse. À bientôt.